Donc, bonjour à tous. Marc-Antoine et moi sommes de retour avec notre invité Michael Bourgeois. Bonjour. Pour ceux qui ont manqué nos vidéos précédentes, Marc-Antoine et moi sommes deux conseillers qui se sont donnés comme défi de vous donner des trucs simples et efficaces pour vous aider à dominer vos finances personnelles. Donc, Michael, on l'a rencontré la semaine dernière lors du lancement de son livre La vérité sur l'immobilier. Donc, Michael, sans plus tarder, dis-nous comment ça va aujourd'hui? Je te remercie de poser la question. Je m'appelle Michael, je suis conférencier, auteur du livre La vérité sur l'immobilier. Et dans les 10 dernières années, j'ai acheté, bâti et vendu plus de 300 unités. En fait, c'est beaucoup plus que ça, mais ça, c'est sûr où j'ai mis la main à la pâte du début à la fin. Super. Et je me souviens toujours de ma première propriété que j'ai dû acheter. Alors, je suis content que le sujet s'aborde aujourd'hui. Alors, dis-moi comment je peux t'aider, dans le fond, à mieux répondre à ça. En fait, pour les gens qui nous écoutent, ce qu'on veut faire, c'est les motiver, les inspirer justement à se mettre à l'action puis de mettre les projets en branle, justement de devenir propriétaire, que ce soit au niveau personnel ou justement comme toi, tu le fais si bien pour vraiment en vivre et d'en faire un investissement. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à vouloir en faire une carrière, si on peut dire ça comme ça? J'aimais pas mon premier emploi. J'étais pas heureux, j'étais pas satisfait dans un cadre où est-ce que je devais fonctionner tout le temps avec des choix qui sont pas les miens. Puis, à l'âge de 14 ans, j'ai lu le livre Père riche, Père pauvre, qui m'a énormément inspiré. Et grâce à ça, j'ai eu la créativité de dire, ben, good, je pense que le levier de l'immobilier va être la meilleure chose que moi je peux faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à faire des formations immobilières. Alors, j'ai fait le programme de Père riche, Père pauvre. Ensuite de ça, j'ai travaillé pour une institution financière qui est la Banque Laurentienne. Et de fil en aiguille, je me suis bâti un background, une banque de connaissances en immobilier. Et je me suis mis à les mettre en application dès l'âge de 20 ans, en fait, où est-ce que j'ai eu mon premier condo. Ok, parfait. Comment t'es-tu pris pour justement partir en immobilier, ton premier condo? Est-ce que tu avais un plan concret? Est-ce que tu savais déjà que tu voulais vraiment aller en immobilier? Au départ, non. C'est sûr qu'au départ, tu improvises parce que pour devenir la personne que tu rêves d'être, tu dois devenir une nouvelle personne. Et cette personne-là, même si c'est toi, tu la connais pas. Alors, tu dois faire des choix qui sont différents que ce que tu fais en temps normal. Très bien dit ça, Michael. Mon premier condo, ce que j'ai fait, j'ai pris un condo que j'ai acheté en pré-vente. Donc, avant même que l'immeuble soit bâti, j'ai signé une offre d'achat pour devenir propriétaire de cette unité-là. Et je l'ai fait à rabais. OK. Donc, ça m'a permis, je savais qu'à la fin de la construction, il allait vendre les unités beaucoup plus chères. Puis la différence entre les deux représentait ma mise de fonds. OK. Alors, j'ai dû, aux yeux de la banque, prouver que j'étais capable d'avoir cette mise de fonds-là. Ce que j'ai fait, j'ai pris une avance de fonds sur ma carte de crédit. OK. Je l'ai déposé dans un compte de banque. Je l'ai imprimé. Je l'ai déposé dans un autre compte de banque. Je l'ai imprimé. Et ainsi de suite, 4 fois pour ramasser la fameuse mise de fonds. Ok. Ah, wow. Donc, j'avais la preuve de mise de fonds, mais j'avais toujours pas la mise de fonds. De cette façon-là, j'ai eu mon acceptation hypothécaire. Et parce que j'avais ça, mon unité était réservée et la construction a démarré. Et à la fin, les unités se vendaient plus cher par rapport au prix que j'avais payé et la différence entre les deux représentait la fameuse mise de fonds que j'avais toujours pas. Wow. Fait que la différence, est-ce que c'est de ton premier flip ou tu l'as conservé après ça? Je l'ai conservé un bon bout, Ok. puis un an et demi après, je l'ai vendu. Et puis là, j'ai commencé à me concentrer plus activement dans l'investissement immobilier. Donc, mon but, c'était de passer d'un condo à un duplex, triplex. OK. Et par la suite, j'ai vendu. J'avais pas d'équité parce que j'avais pas mis de mise de fonds. Fait que je repartais avec toujours pas de mise de fonds. Donc, 20 ans, mon premier condo, je l'ai revendu, je repars avec pas d'argent toujours. Je recommence à zéro, si on veut. Et la deuxième propriété, je l'ai acquérie à 23 ans. Fait comme un an à peu près après avoir vendu mon condo. OK. Et dans cette année-là, j'ai acheté la deuxième maison. Puis elle, c'était une reprise de finances. Ça prenait 8 750 de mise de fonds. Et c'était les sous que j'avais de disponibles sur une carte de crédit, encore une fois. Ok. Alors, j'ai fait une avance de fonds sur la carte de crédit. J'ai déposé ça dans un compte à placement. J'ai imprimé le relevé. J'ai présenté ça à mon institution financière. Ça a passé. Ensuite de ça, un mois plus tard, j'ai dû me présenter chez le notaire avec les fameux fonds. J'ai refait la même avance de fonds sur la même carte.
j'ai préparé une traite bancaire et j'ai obtenu ma première maison comme ça. Par contre, on s'entend qu'avoir une mise de fonds avec 20% d'intérêt, c'est pas rentable. En effet. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé quelqu'un qui était capable de me financer les travaux. J'ai fait faire toutes les améliorations que la propriété nécessitait pour augmenter la valeur et y ajouter un logement au sol. Ensuite de ça, j'ai recogné à mon institution financière, j'ai refinancé, j'ai remboursé ma carte de crédit, j'ai remboursé la personne qui m'avait prêté pour les rénaux et puis j'étais prête à passer à une deuxième propriété. Ça a l'air si simple quand on me parle. Mais non, c'est super. Puis justement, tu sais, quand on parle de devenir propriétaire, souvent c'est au sens personnel. Mais il y a tellement de potentiel aussi juste à l'investissement immobilier. Puis plus jeune on commence, comme t'es un témoin, plus c'est rentable. Absolument. Dans le fond, il y a 3 erreurs que les gens vont commettre en temps normal. C'est bien que tu en parles parce que c'était justement ma prochaine question. Justement, c'est en commençant, c'est quoi tes erreurs? Tes 3 erreurs. J'ai regardé nos feuilles. Il y a 3, même pas. Il y a 3 erreurs typiques. J'entends toujours le même discours. La première erreur, c'est oh mon Dieu, j'ai des dettes, il faut que je commence par rembourser mes dettes avant d'économiser, puis après je vais économiser, puis après je vais avoir une maison. Ça n'arrive pas. Il s'écoule tellement de temps entre les deux que non seulement la maison coûte plus cher, donc elle prend plus de mise de fonds, c'est un cercle vicieux, tu t'éloignes de plus en plus de ta première propriété. Mais en plus de ça, tu te mets pas en mode actif, tu te mets pas en mode où est-ce que tu vas bénéficier de l'équité de la future propriété. Donc, gardez ça simple. Un projet qui t'allume. Ouais, j'ai toujours acheté des propriétés pas de comptant. Encore aujourd'hui, je fais des acquisitions majeures. Je fais toujours ça, pas de comptant. Okay. Oui, des fois, je vais aller chercher des partenaires financiers pour venir solidifier le dossier puis m'assurer que c'est dans la bonne direction. Mais sinon, le principe reste toujours le même. Les propriétés que j'ai acquises, je les payais moins cher que leur vraie valeur, la valeur marchande, et la valeur que les banques accordent. Souvent, ça se balance. Okay. Donc, je résume ça simple. Tu veux t'acheter un bungalow dans ton secteur, le coût c'est 250 000. Tu as besoin d'une mise de fonds, 5%, c'est-à-dire 12 500 de mise de fonds. Ça va jusque-là? Comme on a parlé dans notre première vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder. Comment accumuler ta mise de fonds. Absolument. Puis, dans le fond, si la propriété dans ce secteur-là vaut 250 000, puis que je trouve un propriétaire qui est prêt à me la vendre à 237 500, donc 12 500 de moins, automatiquement, je viens de créer une équité, je viens de créer une valeur. Elle n'est pas monnayable avant de passer chez le notaire, mais elle l'est tout de suite après avoir passé chez le notaire. C'est ça. Il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser pour acquérir facilement une première propriété sans comptant. Donc, première erreur, c'est de ne pas penser qu'il faut rembourser ses dettes pour devenir propriétaire. Au contraire, si tu trouves une propriété à 220 000, puis que la banque l'a évaluée à 250 000, tu as 30 000 que tu as mis de côté. Pour la seule et unique manière que tu arrives à l'acquérir. Puis de cette façon-là, ben, tu as ta mise de fonds de 12 500, puis il te reste un nouveau change de 17 500. Et ce 17 500-là peut servir à rembourser les dettes. Donc, la première chose que les banques veulent, c'est pas que tu n'aies pas de dette. C'est que tu n'aies pas de dette apparente au bureau de crédit ou dans leur livre à eux. C'est ça. Exactement. Donc, ça peut être très facile d'emprunter des sous temporairement, de faire les transactions, puis par la suite, par le biais de l'équité de la nouvelle propriété, rembourser ça. Ensuite de ça, tu peux acheter puis recevoir un retour de mise de fonds, donc un retour en argent de la banque. Tu prends une hypothèque 5 ans au fixe, puis eux autres vont te donner un cashback. Et ce cashback-là peut représenter soit ta mise de fonds, ou soit le remboursement de tes dettes que tu avais originalement, qui ont été libérées sur papier parce que tu as emprunté un membre de ta famille. Super intéressant. Puis ça, c'est juste par curiosité, ces trucs-là, c'est qui t'a montré ça? Je les ai développés. OK. Le fait d'avoir travaillé 1 an et demi dans le développement hypothécaire pour la Banque Laurentienne, j'ai pu comprendre c'est quoi la mécanique des institutions financières, ainsi que la SCHL et Genworth, qui sont les assureurs. Qui seront justement la SCHL, qui sera le sujet de notre prochaine vidéo de la semaine prochaine. Oh, j'ai déjà hâte! Donc, pour faire bref, dis-nous aussi justement, si tu t'aurais pu parler au jeune Michael que tu étais dans le temps, ça serait quoi les 3 trucs que tu aurais dit pour justement mieux partir ça encore que tu l'as fait? C'est une excellente question. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Si tu peux en nommer de 2 à 3, mettons. En tout donner tes secrets. Beaucoup de choses. Ben, ça me fait plaisir de les partager. Je considère même pas ça comme des secrets, puis c'est pour ça que mon livre s'appelle La vérité sur l'immobilier, sinon ça serait Les secrets de l'immobilier. Je
pense pas qu'il existe de secret. Peut-être plus un bagage que j'ai eu la chance d'acquérir puis que c'est pas tout le monde qui a. Puis je veux le faire bénéficier au maximum de gens. Donc, les choses que je me serais dit au départ, première des choses, j'aurais pris le temps de mettre des sous de côté dans un autre volet que l'immobilier. Alors, je pense que c'est tout en votre honneur d'aider les gens à mettre des sous et à investir des sous dans des placements, dans des produits enregistrés ou non enregistrés au maximum. Donc, j'aurais accumulé à part égale dans mon CELI, dans mon REER, puis dans un compte non enregistré, des sous. Donc, Fait que 3 conseils, j'aurais mis des sous dans les 3 volets. donc justement, est-ce que tu considères que l'aide d'un professionnel de la finance, justement, à ce moment-là, ça t'aurait donné justement un coup de main pour te partir encore mieux? Absolument. Super. En fait, c'est surtout d'être réceptif et à l'écoute de ces conseils-là, parce que je les ai eus à cet âge-là, puis je les ai pas considérés. Tu les as pas écoutés. Intéressant. Regarde à toi! Excellent. Puis, brièvement, de quoi tu parles dans ton livre La vérité sur l'immobilier? Un petit résumé, sûrement probablement toutes tes expériences, mais quelques gold nuggets comme ça. Bien, la première des choses, j'enseigne toutes les bases fondamentales de l'immobilier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire immobilier? Ça veut dire immobile. Donc, si tu me dis, moi, je fais de l'immobilier, en gros, tu es immobile, donc tu fais rien pantoute. Tu dois spécifier c'est quoi ton rôle en immobilier, ce que tu veux faire. C'est la première chose. Est-ce que tu es courtier? Est-ce que tu es inspecteur en bâtiment, évaluateur, etc., donc les métiers professionnels de l'immobilier, ou est-ce que tu es un investisseur qui démarre ou aguerri, où ton objectif c'est de construire, bâtir, rénover, etc. Les revenus de location, donc, les options sont vastes. Je prends le domaine infini puis je le simplifie. Donc, chaque chapitre, j'enseigne des bases en immobilier, des bases aussi au niveau bancaire pour comprendre c'est quoi que l'institution, comment elle te perçoit. Avec les ratios d'endettement, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les gens se font dire non à la banque? Donc, j'ai développé beaucoup d'outils pour justement jamais se faire dire non quand tu vas à la banque. Il y a des façons de faire qui sont simples. Puis, j'enseigne pas tout ça dans le livre, mais je donne les bases fondamentales pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, très intéressant pour ceux justement qui ont des inquiétudes à savoir s'ils seraient éligibles, s'ils seraient acceptés à la banque. Ben, c'est peut-être justement le genre de livre qui pourrait vous aider justement à développer des trucs pour être accepté. Exact. Puis, je parle aussi des mémoires. Donc, je vais rappeler certains chapitres de ma vie à l'intérieur de certains chapitres de ce livre. Fait que tu es lié à tes expériences personnelles ici. Super. Puis, en fait, si les gens aiment ton livre, s'ils aimeraient vraiment pousser cette connaissance-là, est-ce que tu as quelque chose, du coaching? Absolument. Actuellement, pour les intéressés, le 8-9 décembre, je donne une formation de 2 jours complète. Je fais jamais d'offres en ligne, mais exceptionnellement parce que vous êtes ici aujourd'hui puis vous prenez au sérieux vos finances. Le cours s'adresse aux gens qui désirent faire au moins un investissement en immobilier, donc pas nécessairement devenir propriétaire, mais d'acquérir une ou plusieurs propriétés et l'objectif de les conserver pour bâtir un patrimoine futur. Donc j'enseigne comment quitter son emploi grâce à l'immobilier. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, mais c'est très faisable. En 2 jours, j'enseigne toutes les connaissances pour pouvoir permettre à qui que ce soit d'utiliser le même modèle que j'ai développé entre 23 et 25 ans et qui m'a permis à l'âge de 25 ans de prendre 2 ans et demi sabbatique sans avoir de revenus autres que mes propriétés. Merveilleux. Donc, on vous invite à y participer. Probablement que moi et Marc, justement, on sera de la partie également. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes le bienvenu, évidemment. Donc, pour terminer ça en beauté, Marc-Antoine nous avait préparé quelques questions pour apprendre à mieux te connaître, Michael. Connaître la personne, la légende. Ok, attends une minute, je vais me rasseoir. Réponds-le, il faut tout parler. Réponds-toi. La première, raconte-nous une anecdote peut-être qui est malaisante, qui est drôle, qui t'est arrivée dans le domaine de l'immobilier. La plus drôle que je me souviens, puis après avoir vendu mon condo, j'ai acquis cette fameuse maison-là en reprise de finances. Okay. Et c'est tellement cocasse, c'est là que j'ai développé ma première règle, ma règle numéro 1 en immobilier. Si le courtier n'est pas ton allié, flush-le. Assure-toi que la personne qui est courtier ou le professionnel qui est autour de toi dans ton acquisition travaille avec toi, c'est super important. Et le meilleur exemple que je peux donner, donc je visite cette fameuse propriété-là avec le courtier.
Lui, il est excité, il a hâte de passer chez le notaire. Il pense juste Ah, c'est sa commission. Ça paraît. Il disait oui à toutes mes questions, mais je m'en suis pas rendu compte du coup parce que moi aussi j'étais excité. Ouais. Ma première maison, j'avais hâte. J'imaginais habiter là, j'imaginais avoir mes premiers locataires. J'étais très allumé à l'idée. Et puis là, on visite la propriété autour. En fait, le terrassement, puis on fait le tour du terrain. Et puis là, on arrive à la piscine, et là, je vois que la piscine, ça a l'air d'une vieille mare, d'un vieux ruisseau. Okay. Et là, je dis au courtier, je dis, hey, la piscine est en piètre état, la toile est très endommagée. Il me dit, il n'y a aucun souci, inquiète-toi pas, dans le cabanon qui est là, tu vas voir, il y a une toile de rechange. Alors je me dis, waouh, je m'imaginais déjà faire des pool parties, inviter mes amis, gros barbecue, la piscine creusée, là, ça accroche. Et pour devenir propriétaire, ouvrir le fameux cabanon qui était barré au moment de la visite et réaliser qu'il y avait bel et bien une toile à l'intérieur. Ça s'appelle une toile hivernale. Donc, impossible de mettre de l'eau au travers de ça. C'est comme un gros moustiquaire. Et puis finalement, j'ai fini par tout faire sortir les pièces de la piscine creusée et de remplir le trou. T'en as pas eu de piscine finalement. Fait que pas de pool party, il y a un terrain de football à la place. C'est pas mal l'affaire la plus cocasse. Non, c'est une des choses très cocasses qui m'est arrivée. J'en ai sûrement d'autres à raconter. Bon, excellent. Bon, tu mets la barre haute, donc... J'en ai un autre. Ok. Vas-y. Cocasse, rapidement. Donc, ça serait quoi une anecdote cocasse? J'ai rénové une salle de bain au sous-sol. Ensuite de ça, on a terminé les travaux dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Ils étaient superposés une par-dessus l'autre. Par souci d'économie, j'ai conservé le bain en fonte. Alors, j'ai tout rénové la salle de bain, mais j'ai conservé le bain en fonte. Et puis là, les locataires s'installent. Et puis là, mon premier dégât d'eau, c'est ma salle de bain du haut qui coule sur ma salle de bain du bas. Oh, non seulement j'ai dû réparer la salle de bain du bas, mais j'ai dû enlever le bain de fonte, démolir un mur et refaire pratiquement en entier la salle de bain du haut. Oh my God. Alors, rénover 2 fois une salle de bain, j'ai compris que pour sauver un bain à 500-600$, c'est ça valait pas le coup. D'en commencer. Alors, si tu le fais, un autre bon truc. Un autre bon truc. Bon truc, Michael. Excellent. C'est quoi ton livre préféré? T'en as pas mal, mais parmi tous les livres que tu as lus. Sans hésiter, The Way of a Superior Man. OK. Je ne sais même pas s'il existe une version francophone. OK. C'est, dans le fond, la voix de l'homme supérieur. Et c'est tellement magnifique comment est-ce que, à l'intérieur de ça, j'ai appris à être beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré dans ma vie en général. Et un des éléments que j'aime, puis vous allez rester surpris de ce que je vous explique, mais à l'intérieur du livre, il explique comment prendre ses pulsions masculines, même chose pour les pulsions féminines, et à contrôler ça et à arriver à être quelqu'un qui est focus, qui est concentré sur ces choses, qui ne se laisse pas distraire par certaines activités qui n'ont pas rapport au travail. Notamment le sexe, la vie sexuelle, la vie de couple, la chasse. Oh, ouais. La fameuse chasse. Apprendre à être super zen, super équilibré, puis être bien en tout temps. Puis quand j'ai eu fini, ça a été comme ma Bible tout le temps que je l'ai lu. Puis quand je l'ai terminé, j'ai commencé à le référer. Donc, ok. Ça va être le prochain livre. Oui, comment devenir un homme supérieur. Et ça s'adresse aux hommes comme aux femmes. C'est un livre magnifique. Excellent, super, merci beaucoup. La quote qui t'inspire le plus? Une citation que t'aimes bien. Vous avez des bonnes questions. Sinon, on peut passer à la suivante aussi, il n'y a pas de problème. Ouais, passe à la prochaine question, puis je vais te revenir. Excellent, parfait. Elle est encore plus deep que Soit la dernière. Est-ce que tu considères un hot dog comme un sandwich? Non. Absolument pas. Pour quelle raison? Parce que si je le mange les yeux fermés, je vais réaliser que ça n'a pas la forme d'un sandwich. Oh. Pourtant, c'est 2 pains avec un stock au milieu. Alors, je serais obligé de dire oui. Mais c'est pas ma définition d'un sandwich. Alright. Philosophique, ça. All Puis right. Une petite dernière. Est-ce que tu as un talent inutile? Si oui, lequel? Un talent inutile. Oui, c'est sûr. C'est certain. Hey, vous êtes solide! J'aurais aimé ça les avoir d'avance, ces questions-là. C'est ce qui s'appelle se faire prendre sur le vif. Wow!
Des talents inutiles. Oh my god. Si tu peux le dire devant une caméra. Ah, c'est évidemment. ça. Ouais, il y a ceux-là. Puis Ceux-là, j'ai un j'ai déjà team. trié. Ah ouais. Ouais, j'en ai beaucoup. J'ai un poulain. Un poulain. Ouais. On va vérifier. J'ai un poulain, mais là, il doit être très haut. Là. Mais ouais, avec toutes ces questions. Ah, on je sais se que mon stresse pouls tant est que ça. complètement déréglé. Oui, j'ai un poulain. Alors, je vais au docteur, à la clinique spécialisée. Puis là, il me fait passer un premier test, il vérifie mes symptômes. Je rencontre la docteur, elle dit je vais te faire vérifier tes symptômes vitaux. Ok, je check mon cœur. C'est bon, monsieur Bourgeois, vous pouvez y aller. Faites-vous beaucoup de sport? Puis à ce moment-là, je faisais pas plus de sport que ça. Je suis comme non. Je m'en vais en voiture. Et là, j'ai reçu un coup de téléphone de la clinique encore. Oui, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, monsieur Bourgeois, elle dit, je me sens tellement mal. Elle dit, je peux pas vous laisser partir. Il faut qu'on vous passe un cardiogramme complet. Alors, je retourne. Je m'installe. Là, ils me coupent mon petit poil. Ils me mettent des prises partout sur le corps. Et puis, ils repassent au peigne fin mon cardiogramme pour dire, ben, Michael, t'as un poulain. T'as un poulain. Alright. Correct, c'est mieux ça que d'autres problèmes. C'est super bon, c'est complètement Ah ouais. inutile. Ben, peut-être que tu vas vivre plus longtemps, on sait pas. Who knows? Excellent. Ben, merci beaucoup pour tes réponses sincères. Une bonne côte, sans hésiter. Attends pas pour investir. Oh. Ouais. Investis maintenant. Tout à fait. Just do Le pouvoir de l'intérêt composé, comme on dit, que ce soit dans n'importe quel investissement, c'est ça qui crée la magie à long terme. Fait que, tout à fait d'accord. Il sera jamais trop tard pour investir. Investis aujourd'hui, investis maintenant, investis en toi, investis dans ta formation. Tu mets des sous de côté. Tu vas te réveiller une couple d'années plus tard, tu vas être super content d'avoir fait ces choix-là. Wow. Bonne main en plus. Merci, Merci Michael. beaucoup. Sincèrement, Merci pour ton temps. c'était une très belle interview. On est super content justement que tu nous aies reçus chez toi. Donc, pour continuer dans la même optique que nos autres vidéos, notre but c'est vraiment de vous motiver à vous mettre à l'action. Écoutez, vous pouvez vous entourer des gars comme nous qui vont vous donner des plans précis à suivre pour atteindre vos objectifs. Donc, écoutez, si la vidéo justement a été constructive pour vous, que ça t'a donné des idées ou que ça t'a motivé, ben, je vous invite à la partager encore une fois parce que c'est peut-être justement le genre de déclic qui va faire en sorte qu'un de tes amis va se mettre à l'action puis qui va le réaliser lui aussi son rêve de quitter son emploi puis de vivre à 100% de l'immobilier. Si vous étiez intéressé également pour la formation à Michael, il va y avoir plus de détails dans la description du vidéo également. Je vais mettre la promo en ligne spécialement pour vous. Bon, Excellent. Merci beaucoup. merci Michael. Merci à vous. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.